Dans moins de 2 semaines, la Suisse aura de nouveaux et nouvelles conseillères et conseillers fédérales. L'occasion pour les partis de démarrer leur campagne avec une année d'avance pour les fédérales 2023. Un peu de pugilat, beaucoup de pubs, c'est tout ça de prix dans la course pour la vraie élection qui compte dans notre pays, celle du Parlement. Et en attendant, les gros dossiers stagnent, comme la crise énergétique et nos rapports avec l'Union européenne notamment. Alors, de nouveaux conseillers fédéraux, mais pourquoi faire? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités, justement, ce soir, autour de cette table, celles et ceux qui les choisissent et vont les élire. Cette future conseillère socialiste et ce futur conseiller fédéral UDC, j'ai nommé Lisa Mazzone. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Vous-même conseillère aux États vertes genevoises, en campagne pour votre propre réélection l'année prochaine, comme vous tous, je crois bien. Autour de cette table, Roger Keppel, bienvenue. Merci. Merci aussi à vous d'être là, très rare en Suisse romande, Roger Keppel. Merci beaucoup pour l'accueil. Vous êtes conseiller national UDC zurichois, la plume et le porte-voix du parti en quelque sorte, puisque vous dirigez la fameuse Weltwoche, le journal, le média qui secoue régulièrement le paysage suisse alémanique et germanique tout court. On voit l'extrait de l'une de vos vidéos quotidiennes, revue de presse éditorialisée, qui a un grand succès, et en l'occurrence celle d'hier, où vous flinguez la bien-pensance woke à propos de la Coupe du Monde du Qatar. Samuel Bendahan, bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup, bonjour. Conseiller national vaudois et vice-président du Parti socialiste suisse. Alors vous, Samuel Bendahan, vous soutenez plus ou moins plus particulièrement l'élection de la candidate romande au Conseil fédéral, Elisabeth Baumschneider. Le PS se prononcera d'ailleurs sur son ticket définitif ce samedi. 3 candidates sont toujours en lice, n'en resteront que 2. Philippe Nantermo, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, vous êtes parmi nous. Vous aussi, merci beaucoup d'être venu exprès du Valais, conseiller national et vice-président du PLR suisse. Vous êtes également chef de la campagne de votre parti pour les fédérales 2023. Et enfin, Vincent Maître, bienvenue. Merci. Pas de très loin, de Genève. Conseiller national et membre de la présidence du Centre suisse, votre parti, l'ex-parti démocrate chrétien, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Eh bien, donc là, on va commencer, honneur aux dames, par le ticket des femmes socialistes, qui, je l'ai dit, n'est pas encore définitif, mais en l'état, qui de la bernoise Evie Allmann, de la baloise Eva Herzog et de la romande, de la jurassienne Elisabeth Baumschneider, a votre préférence, à la préférence des Verts, Lisa Mazzone? La préférence des Verts et des Vertes, ça je ne peux pas le dire parce que la procédure est telle qu'on va mener maintenant des auditions, on va recevoir les différentes candidates. Moi personnellement, je travaille au sein du bureau du Conseil des États avec Elisabeth Baumschneider et ce que je trouve intéressant dans sa candidature, c'est qu'elle représente cette Suisse dite périphérique, cette Suisse qui a à coudre aussi, à en découdre avec des questions économiques, et qui est proche du terrain. Et c'est vraiment une plus-value qu'elle apporte en plus de son expérience gouvernementale. Vous aurez compris où va ma préférence personnelle, mais ce n'est pas la préférence des Verts, c'est plutôt l'expérience de travail que j'ai avec cette personne. Alors on saura samedi si elle est sur le ticket, mais il se dit déjà, notamment dans la presse dominicale, que le PLR pourrait boycotter et même soutenir une élection, un autre candidat si Elisabeth Baumschneider était sur ce ticket. C'est pas très démocratique comme façon de faire, Philippe Nantermo. Ce qui est démocratique, c'est qu'on élit qui on veut au Conseil fédéral. C'est quand même la première chose qu'il faut rappeler. La Constitution prévoit que les élus fédéraux choisissent librement qu'ils inscrivent à bulletin secret sur le papier qu'ils glissent dans l'urne. Donc la démocratie, finalement, ne dépend pas de ça. Et nous n'avons pas pris de décision. Par contre, ce qui est sûr, c'est que de notre point de vue, le siège à repouvoir est un siège alémanique. Et dans ces circonstances, pour le Parti libéral radical, il serait malvenu de proposer un ticket qui comprendrait une candidature romande dont nous n'avons rien à dire quant à la qualité, mais qui devrait intervenir dans une réélection concernant un siège roman, pas pour un siège alémanique. Pour nous, la formule prévoit
la formule magique que l'on connaît veut qu'il y ait au moins 4 alémaniques qui sont majoritaires en Suisse, 4 sur 7. Et dans ces conditions, s'il y avait deux candidates, dont une romande, eh bien, la question se poserait de savoir si véritablement c'est un choix qui nous est proposé ou si, en considérant que nous voulons une bonne répartition des langues, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de soutenir la seule candidature alémanique proposée par le Parti socialiste. Bon, ce qui est démocratique, c'est qu'on met aussi qui on veut sur les tickets, en principe. Samuel Bendaoum, néanmoins, effectivement, pour l'instant, pour une question de répartition, de représentativité, peu de chances que ça soit une romande. Pourquoi avoir soutenu justement cette candidature ? Bon, peu de chance, ça dépend un peu des avis, mais moi, un point sur lequel je suis d'accord avec M. Nontermo, c'est que les gens qui votent comme ils veulent, et s'ils ne veulent pas choisir Mme Baumschneider parce qu'ils estiment que c'est trop problématique de ce point de vue-là, moi, ce n'est pas mon avis, mais c'est vraiment une opinion que je peux respecter. Par contre, je trouve que de dire que du coup, c'est une personne qui n'aurait même pas à être écoutée, vu la valeur de sa candidature, vu le côté justement, alors elle est francophone, mais elle vient d'une région périphérique qui n'a jamais été représentée, je pense que de la disqualifier, ça ne va pas non plus. Je pense moi, je pense que de ne pas auditionner à une candidature, c'est très très inélégant et ça se fait pour une candidature qui a vraiment montré qu'elle n'a pas envie de fonctionner dans un conseil fédéral collégial où il y a vraiment un problème manifeste, par exemple des valeurs. Maintenant, si c'est juste quelque chose qui est un peu discutable, par exemple sur la répartition des régions, mais peut-être l'avantage d'être du Jura, mais peut-être pas celui d'être alémanique. Voilà. Mais j'aimerais quand même dire une chose, et ça c'est vraiment un élément important. En Suisse, tout se fait en allemand quasiment, les alémaniques sont vraiment dominants dans la politique et c'est souvent un désavantage pour les romans déjà. Donc si temporairement les romans sont un peu surreprésentés, c'est beaucoup moins grave que si au gouvernement ils sont écrasés. Donc je pense que l'idée c'est plutôt de protéger les minorités que, disons, de protéger les majorités qui sont très très fortes. Alors vous les promenez, vous les exposez beaucoup, vos candidates. c'est un vrai roadshow que vous faites à travers la Suisse. C'est quoi le but ? Parce que finalement c'est vous qui élisez autour de la table. Pourquoi est-ce que vous les produisez comme ça ? On a deux raisons. Des stars, c'est un symbole de la politique suisse pour moi, cette idée de proximité entre les élus et puis les gens. Donc je pense que c'est un message important. Et puis pour nous, pour notre parti, c'est aussi important de pouvoir rencontrer ces candidates. Et puis honnêtement, moi alors vous l'avez dit au début, comme Lisa Mazzone, je pense qu'Elisabeth Baumschneider est vraiment une excellente candidature. Mais on doit mettre 2 personnes sur le ticket. Donc pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi important de savoir ce que les gens qui les rencontrent pensent, au fait, pour nous aider aussi à prendre une décision. Parce que franchement, ces 3 candidatures excellentes, et finalement, quelle que soit celle qui finira conseillère fédérale, moi, je serai heureux. Et ça, je tiens quand même à le dire. Et peut-être pour nous, ce n'est pas simple de les partager. Beaucoup d'entre nous voulaient d'ailleurs ne pas le faire, parce qu'on estime que les 3 sont éligibles et sont vraiment d'excellentes candidates. Mais c'est vraiment une belle occasion aussi de parcourir la Suisse, de rencontrer les gens, d'être proche des gens, et puis aussi d'écouter. Une belle opération com que vous avez un peu loupée pour votre ticket, Roger Keppel. Vous n'auriez pas dû les produire, justement, les 2 Oui, non. Pour moi, je pense que la chose importante, c'est je suis journaliste, je suis entrepreneur et je suis aussi conseiller national, mais la chose la plus importante, c'est que les valeurs que je trouve sont importantes pour la Suisse, ils sont introduits ou garantis dans le Conseil fédéral. Ça veut dire qu'au point de vue de l'UDC, c'est la neutralité, c'est l'économie de marché, c'est aussi l'énergie, on doit avoir de l'énergie sécure. Comment on dit sécure? Non, c'est pas... Sûr, pardon. Assuré. Sûr, et on peut payer ça. Le prix doit être dans une sorte d'agréabilité. Ça, c'est pour moi important, et spécialement la neutralité, parce que moi, je suis un peu intéressé dans la politique extérieure. Mais je respecte le droit de toutes les partis de présenter leurs candidats, et je pense que c'est un peu dommage dans ces élections de Conseil fédéral que les partis utilisent ces élections pour prendre un candidat qui n'est pas aimé dans une partie. Je pense que si les socialistes ils le présentaient, c'est le favori. Ils disent « Ok, ça c'est notre candidate choisie. Je pense qu'on doit prendre sérieux. » Et ça c'est la Suisse. Mais pour moi, je pense que ce sont les questions des valeurs et de la politique concrète. Et pour ça, je dis que la Suisse doit retourner à la neutralité et on doit rester suisse, en cas-là. J'ai aussi mes questions à quelques candidats de l'UDC dans ce genre. Alors, je ne suis pas tout à fait marié avec mon parti. Justement, parce que la pression, vous la mettez-vous directement sur vos propres candidats. Hein. Vous avez matraqué, la Weltwoche a matraqué ces dernières semaines sur le favori, Albert Rösti. Oui. Ça veut dire quoi, ce flingage? Non, c'est le journal, c'est mon métier. Hein. La Weltwoche a toujours critiqué... C'est votre métier de tirer contre... Non,
votre candidat. La Weltwoche a découvert à ce temps le scandale du candidat Bruno Zuppiger, qui était destiné de Conseil national, Conseil fédéral, et il a dû retirer. Non, je pense que c'est vraiment... Non, ça vous honore, hein, c'est sûr, comme journaliste. C'est une question grave. Je dis aussi à Albert Rösti, je disais à lui, non, je pense que ça ne va pas. Si tu as 17 mandats payés, pour moi, c'est une question grave. Et je respecte Rösti comme un politicien. Il était le président du parti, mais je me demande si quelqu'un est dans beaucoup des intérêts. Est-ce qu'il est vraiment un candidat de l'UDC qui peut défendre ses intérêts, ses valeurs, ou est-ce qu'il est plus comment on dit ça, un briefträger, un agent des différents intérêts, on ne sait pas. Hein. Alors ça, c'est une question que moi je prends au sérieux, mais mon parti, ils ont supporté Rösti avec une majorité, mais j'ai mes doutes ici. Vous allez voter pour qui ? On va rappeler qu'il y a un ticket maintenant qui est arrêté. Hans-Uli Vogt, les Zurichois et Albert Rösti, le Bernois, pour les candidatures UDC. Moi, personnellement, je suis pour Hans-Uli Vogt. Vous allez voter pour Hans-Uli Vogt ? Oui. Ah. Vous regardez étonné, non, mais je pense que Hans-Uli Vogt... Non, Hans-Uli Vogt... Mais il n'est pas toujours d'accord avec vous, notamment sur les valeurs. Hein. C'est quand même... il a défendu le mariage pour tous, il est ouvertement gay. Vous êtes plutôt assez conservateur, monsieur Coppel. Ce ne sont pas les valeurs décisives. Mais je dis que c'est ça la question pour moi, la question la plus importante. Mais si, on a les différences, mais je pense que Hans-Uli Vogt est dans les questions principales. La neutralité, aussi l'indépendance de la Suisse vis-à-vis de l'Union européenne. Je pense qu'il est un candidat très fort et aussi il est un représentant d'une UDC très urbaine. Il est aussi un candidat, on pourrait dire, de la community LGBTQ. Ça veut dire l'UDC, un peu l'avant-garde des partis en Suisse et un peu contre leur image. Mais je pense que Hans-Uli Vogt, non, je pense qu'il est un bon candidat et j'ai mes doutes avec Rösti. J'ai expressé ça sur mon programme. Alors ça, je pense que c'est un avantage, un désavantage pour Rösti, à mon avis. L'UDC qui mise sur le progressisme avec cette carte, Vincent Maître, qui vient marcher sur votre plate-bande, ça vous ringardise, ça ringardise les autres partis de droite. La comparaison est un peu hasardeuse parce qu'il y a quand même des nuances qui auront échappé à personne entre l'UDC et le centre. C'est un progressisme, de mon point de vue, de façade, parce qu'en réalité, ce que vient de nous dire mon collègue Coppel, c'est que ce qui l'intéresse chez Hans-Uli Vogt, c'est son neurophobie notoire, pour pas dire plus. J'allais dire euroscepticisme, mais c'est presque encore trop faible comme mot. Et puis, c'est les valeurs que l'UDC martèle aujourd'hui le plus fortement dans la crise économique mondiale, la guerre en Ukraine, c'est-à-dire cette... oui, c'est plus que de l'autonomie ou du patriotisme. On est presque avec des petits relents de nationalisme. Moi, c'est pas franchement la vision du pays qui me fait rêver. Et à ce titre-là, quand bien même M. Rösti n'est pas franchement quelqu'un qu'on peut qualifier d'affreux gauchiste, c'est plutôt une candidature déjà qui s'entend avec la plupart des membres du Parlement, qui passe bien, qui a aussi fait preuve d'une certaine indépendance d'esprit, ne serait-ce qu'en tenant tête à M. Blocher. Moi, il me paraît, à titre tout à fait personnel, plus adéquat. Je crois que ce qui va primer, que ce soit pour le Parti socialiste, pour les candidats du Parti socialiste ou les candidats du LDC, je pense, c'est la capacité à respecter la collégialité au sein du Conseil fédéral. On vit une période extrêmement troublée, de problèmes d'approvisionnement énergétique, de problèmes de guerre en Ukraine, d'inflation, etc. Et je crois que le pays a besoin vraiment de stabilité, de lisibilité, et donc d'un Conseil fédéral qui soit collégial. Des francs-tireurs ou alors des personnes qui, finalement, briseraient volontairement la collégialité, à mon avis, ça ne va pas dans l'intérêt du pays, ça ne va pas dans l'intérêt de nos citoyens qui doivent pouvoir compter sur un Conseil fédéral qui, d'une seule voix, prend des décisions
qui soit forte et qui soit sûre pour le pays. C'est franchement tout ce qui compte et ce sera en tout cas le mot d'ordre. Et dans ce sens-là, je pense que le centre, le groupe du centre, va procéder aux auditions des candidats UDC, des candidats socialistes la semaine prochaine, dans 2 semaines. Lisa Mazzone, qu'est-ce que vous pensez de ce coming out de l'UDC, justement, avec ce candidat, justement, qui vonde comme très progressiste, qui vient marcher sur vos terres? Je n'ai pas noté le coming out, mais... les terres des valeurs de la gauche. Non, la situation, elle est assez claire. C'est qu'on a d'une part un candidat qui est Albert Rochety, qui a été lobbyiste, c'est tout à fait juste ce qui a été dit, qui est multi-lobbyiste, qui a porté l'eau de beaucoup d'intérêts, et en particulier des intérêts qui détruisent la planète. Je pense aux énergies fossiles, je pense aux représentants du lobby automobile. Et là, on a des vrais questionnements, et même dans son activité de représentant du lobby hydraulique, qui a, disons, de façon un peu délicate, vu la protection de la nature et de l'environnement. Donc là, on a des vraies craintes et des vraies inquiétudes, parce qu'il se trouve qu'un des départements qui va être libre, c'est le département de l'énergie, de l'environnement, des télécommunications. Donc le voir, lui, dans ce rôle-là, c'est inquiétant face à l'urgence climatique devant laquelle on est et devant laquelle il faut agir, non pas par complaisance vis-à-vis de certains lobbies, des énergies fossiles. C'est des milliards de francs qu'on dépense à l'étranger. Les énergies fossiles, on n'en produit pas ici, on les importe. Et on devrait plutôt devenir plus souverain énergétiquement. Donc là, il y a une inquiétude. Et puis de l'autre côté, le coming out, donc je ne l'avais pas noté. Mais de l'autre côté, on a un candidat qui a été l'artisan de l'initiative pour l'autodétermination, qui est vraiment un dur du souverainisme, qui a une vision qui était prêt, dans le cadre de cette initiative sur l'autodétermination, à affaiblir de façon inquiétante la protection de nos droits humains, en sachant qu'aujourd'hui, un des leviers de la protection des droits humains, c'est la Cour des droits humains de Strasbourg. Et il voulait mettre en péril cette protection. Donc là, moi, j'ai une inquiétude, parce que voilà, qu'on pense à la violence faite aux femmes qu'on essaye d'éradiquer par la Convention d'Istanbul, ou qu'on pense à d'autres traités internationaux dans lesquels la collaboration amène plus de protection, plus de droits et une meilleure sécurité, intégrité pour chacune et chacun. Là, effectivement, de l'autre côté, j'ai aussi d'énormes doutes sur ce que donnerait le candidat, qui est donc le candidat de Blocher, à savoir Hans-Uli Vogt. Donc je ne suis pas très étonnée que ce soit aussi le candidat de Roger Koppel. Je pense que c'est intéressant, c'est un peu la différence entre peut-être nous deux. Je ne veux pas une candidature, un candidat ou un candidat de gauche qui a les mêmes valeurs que moi. Je ne dis pas, OK, c'est une socialiste qui n'est pas contre l'Union européenne, mais c'est absurde. Autrement, cette socialiste serait dans l'UDC. Je pense qu'on doit respecter les différentes opinions. Et moi, je pense sur la gauche ou les Verts, ils ont un peu problème à accepter la pluralité. Monsieur Rochety et Monsieur Vogt, ils ont Monsieur Koppel, non, pas attendre, je ne vous pas interrompu. C'est un peu, ils ont différentes vues, mais cette description que Vogt est contre les droits humains, c'est une caricature. Non, il est pour la démocratie suisse, il est pour la démocratie directe. Et j'espère que les Verts sont toujours sur le niveau de la démocratie directe, parce que nous avons beaucoup de politiciens quand ils n'ont pas le succès au lectorat ou avec la démocratie directe, ils vont à l'extérieur, ils vont aux cours internationales pour implémenter leur politique qui n'est pas légitimisée par la démocratie. Je pense que vous avez un peu un problème avec la démocratie, peut-être. Non, c'est surtout des citoyennes et des citoyens qui se voient, en l'occurrence, bafouer des droits humains. Il y a plusieurs cas dans l'histoire. La Suisse se fait aussi condamner. Mais on ne va pas refaire ce débat, mais parce que le peuple a tranché, le peuple n'a pas voulu de votre proposition, de votre initiative, à juste titre. La Suisse s'est fait régulièrement pas remettre à l'ordre, mais condamner au niveau de Strasbourg, ce qui a impliqué aussi des adaptations en Suisse de nos lois, de nos pratiques. On peut penser notamment à toute la question
délais de prescription qu'on a eu à traiter. Mais juste pour revenir, parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une chose qui m'a un peu irritée. Vous avez dit qu'on avait un problème avec la représentation des différentes positions politiques. Il se trouve en l'occurrence que depuis 2019, il y a 30% des électrices et électeurs qui ne sont pas représentés au sein du Conseil fédéral. Depuis, dans l'histoire, c'est le pourcentage le plus élevé, depuis qu'on est dans ce système-là, c'est le pourcentage le plus élevé parce qu'on a refusé, la majorité des partis, des électrices et électeurs du Parlement ont refusé au vert et au vert un siège au Conseil fédéral. Donc si vous avez une préoccupation, une sensibilité pour cette pluralité d'abord de la représentation politique, mais aussi des tendances et des priorités qui sont posées. En l'occurrence, pour nous, ce besoin très important et très urgent de pouvoir avoir une action plus concrète, plus cohérente et plus ambitieuse en matière de climat. Si vous avez cette préoccupation, je vous invite fortement à rééquilibrer le Conseil fédéral et à revoir la répartition entre les partis pour donner un siège qui a une légitimité démocratique très importante. Ok, mais au nom de quoi? Pardon, juste sur cette question. Enfin, au nom de quoi? Parce que même actuellement, alors les sondages qu'on va regarder dans quelques instants, mais les sondages montrent que vous êtes en légère baisse, mais même actuellement, la gauche représente 28%, au nom de quoi, mathématiquement, vous auriez droit à ce siège? Alors d'abord, les partis ont toujours été représentés au sein du collège. Le PDC à l'époque, d'ailleurs qui se s'est disputé à plusieurs reprises, que ce soit avec l'UDC ou avec le PLR des sièges, c'est une élection de parti. C'est comme ça a toujours été une élection de parti, mais il faut le dire très clairement, même le siège PDC en 2019 était moins légitimé que notre premier siège, puisqu'ils avaient moins, d'électrices et d'électeurs, ils avaient un pourcentage plus bas. Ensuite, le deuxième siège PLR et même le deuxième siège PS sont moins légitimés en termes de représentativité. Et je pense que, j'entends que le Parlement ait besoin d'un temps d'absorption, de digestion. C'est clair, mais cet écart, et de creuser toujours plus cet écart, on se serre les coudes entre partis au pouvoir, ça va créer des tensions aussi, non seulement au Parlement, mais aussi plus largement dans la population. Et là, on voit un Conseil fédéral qui est plus en phase avec les préoccupations actuelles et avec le besoin d'agir qui est aussi exprimé dans les... Attendez, les propos qui sont là sont mais totalement faux. Je vous pose quand même ma question, Philippe Nanterme. Oui, au nom de quoi aussi la légitimité du PLR aujourd'hui d'avoir 2 sièges avec la force que vous représentez? 15%? Non, mais excusez-moi. Ça vaut 2 sièges. Mais ça peut en valoir 3 si le Parlement le décide. Mais excusez-moi, c'est le Parlement qui élit sur un scrutin majoritaire la proposition du Conseil fédéral. Que vous n'avez... C'est tout à fait vrai. C'est le Parlement qui élit. Non, mais attendez, la formule magique n'est pas prévue dans la Constitution. La formule magique que vous vantiez tout à l'heure, M. Nantermo, si vous voulez impliquer un respect strict de la mathématique. Aujourd'hui, vous êtes le 4e groupe, théoriquement, vous n'auriez plus le droit à 2 conseillers fédéraux. Non, c'est pas ainsi que ça fonctionne. C'est de la mathématique. Non, c'est une élection, c'est une coalition gouvernementale voulue par le Parlement et une élection majoritaire du Conseil fédéral. Si les partis bourgeois décidaient de ne plus mettre de socialistes, nous avons le droit de le faire, nous pouvons le faire. Alors on verrait ce que ça donnerait aux élections suivantes, si le peuple l'accepte, si le peuple le refuse, mais il est écrit nulle part que les partis bourgeois doivent se soumettre à la volonté des Verts. Aujourd'hui, les Verts ne sont pas représentés au Conseil fédéral, nous n'avons pas volé d'élection, ce n'est pas un cartel gouvernemental qui l'a décidé, c'est la majorité du Parlement élue par le peuple. Et cette majorité l'a décidé très largement. Et cette majorité a décidé qu'aujourd'hui, il y avait une composition avec 2 UDC, 2 libéraux radicaux, 2 socialistes et un PDC et un du centre. Et je souhaite que cela continue ainsi. Je ne veux pas que mon pays tourne à gauche. On sent la crispation du PLR face à cette menace. Monsieur Keppel. Si on veut entrer dans le Conseil fédéral, on doit faire une candidature. Mais les Verts, ils n'ont pas... Pour l'instant, pas. Une candidature. Maintenant, vous devez faire une candidature si vous croyez à votre légitimation. Mais si vous ne faites pas une candidature, c'est difficile à faire une élection à un candidat qui n'existe pas. On a mené des entretiens préalables et puis c'est clair qu'aujourd'hui,
le Parlement, et là je rejoins M. Nantermo, le Parlement est libre, mais par contre on n'est pas dans un système de coalition, on est dans un système où on a envie dans la concordance, on a envie de se réunir. La concordance, c'est à la fois une composante arithmétique, mais aussi de contenu. Et on a envie de se réunir pour faire ensemble représenter la Suisse dans sa diversité. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est aussi comme ça que ça marche, dans le sens où c'est comme ça qu'on arrive à trouver un équilibre qui, avec notre système démocratique, où on donne beaucoup la parole aux votantes et aux votants, et ce qui est une très bonne chose, on a un dialogue proche et on a je dirais une sensibilité aux préoccupations de la population, mais aussi une capacité à convaincre qui est beaucoup plus forte et qui est beaucoup plus importante. Il n'y a pas de programme de législature. Le gouvernement ne dit pas on va faire un programme de coalition et puis on va dérouler nos tâches. Alors justement, on va discuter. Il faut qu'on fasse une amplement par le petite pause. On va discuter justement du fait, est-ce que c'est justement le bon programme aujourd'hui, enfin pas le bon programme de législature, mais le bon système aujourd'hui, ou bien faudrait-il en changer? On regarde ça dans quelques instants, juste après une courte pause. Le point de retour, l'élection de deux conseillers fédéraux. Mais pourquoi faire? On continue d'en discuter avec cette proposition des jeunes socialistes qui est sortie samedi. Justement, résolution réclamant 3 sièges pour la gauche, à défaut de quoi le PS quitterait le gouvernement. On parlait dans la première partie de cette émission justement du système. Est-ce que ce ne serait pas le moment, Samuel Bendaon, d'en changer de ce système et de faire une coalition et pour vous, qui n'avez pas la majorité, qui ne faites pas ce que vous voulez, de prendre l'opposition, clairement? Moi, je pense que la JS pose une bonne question en disant qu'on doit toujours remettre en question est-ce qu'on est dans le bon système. Mais moi, je suis convaincu que c'est le bon système aujourd'hui. Je trouve que c'est juste. Par contre, ce qu'ils disent sur le fait qu'il faut qu'il y ait une meilleure représentativité, alors là, je partage ce qu'a dit Lisa Mazzone. D'ailleurs, on a soutenu la candidature verte la dernière fois, donc ça, c'était quand même clair. On estimait qu'il fallait qu'il y ait une meilleure représentativité au sein de ce gouvernement. Donc, ça sera rediscuté après les élections fédérales. Par contre, sur votre question initiale, moi, j'aimerais quand même dire, oui, ça peut nous mettre des fois dans des situations difficiles. Il faut être honnête. Quand on a un gouvernement de droite dans lesquelles on est représenté comme personne de gauche, on l'a vu avec la réforme AVS, ça peut nous mettre dans des situations où quelqu'un qui est vraiment collégial n'est pas d'accord avec le parti. C'est vrai. Mais en contrepartie de ça, on a la capacité en Suisse, si on le veut, ce n'est pas toujours le cas, mais si on le veut, de faire avancer le pays, de faire des projets ensemble, et puis peut-être aussi de donner un petit peu à tout le monde, de tenir compte un peu mieux des intérêts de tout le monde. Est-ce qu'on le fait vraiment avancer, justement? Plein de choses. Il y a quand même un certain nombre de projets qu'on arrive à faire passer. Au fait, je dis souvent, quand je parle du système suisse, qu'on met plus de temps que les autres à décider, mais une fois qu'on a décidé, on met plus rapide pour appliquer. Et je crois que ça, c'est une force. On a assez rarement des problèmes en Suisse d'une réforme qu'on a décidée puis qu'on n'arrive pas à appliquer, qui se complique. Au fait, on a une vraie légitimation démocratique. Et je pense que cette formule magique, on pourrait l'adapter, mais la logique de dire que tout le monde peut participer du moment qu'on est assez fort au gouvernement, c'est vraiment quelque chose de très très fort et de très très bien pour qu'au fait, on ait une tradition en Suisse de devoir travailler tous ensemble. Je trouve assez miraculeux d'être dans un pays où, en fait, même les puissants conseillers fédéraux ne sont pas si puissants que ça, que le Parlement a encore un véritable poids et surtout que le peuple ait ce poids. Parce que même quand il ne vote pas, au fait, il existe dans la tête des gens. Il est toujours là en se disant, mais si je fais ça, qu'est-ce qui se passera quand le peuple votera sur la réforme de l'impôt anticipé, etc. Et le résultat, c'est quoi? C'est que finalement, on se modère et on écoute plus les autres. Et moi, c'est pour ça que je crois en la participation des socialistes et je pense de toutes les forces politiques dans le gouvernement, en tout cas représentées substantiellement. J'y crois parce que c'est quelque chose qui nous pousse à coopérer. Et oui, on a des idées différentes. C'est vrai que je suis d'accord avec l'UDC, on n'est vraiment pas d'accord avec les deux candidats de l'UDC, on n'est vraiment pas d'accord avec leur position politique. Mais pour l'instant, en tout cas, nous faisons Mais vous cautionnez aussi une politique. Vous cautionnez aussi une politique qui ne vous appartient pas. Mais c'est justement ça qui est fou. C'est qu'on est dans le système suisse, mais c'est rare, parce que ce n'est pas une coalition, justement. C'est ce que disait Lisa Mazzone. Ce n'est pas une coalition. Au fait, on participe à un gouvernement, une coalition, on envoie des gens... C'est le système allemand, c'est le système italien, voilà, c'est une majorité au Parlement, puis après il y a un gouvernement qui est de la même avec Vincent Maître, et puis Philippe Nantermo, puis on s'en fout les autres, puis on dit, voilà, nous ensemble, on a ce programme-là ensemble, puis on se met d'accord, puis après on va la défendre au gouvernement contre les autres avec une minorité. L'idée du système suisse, elle est un peu différente, et je pense qu'elle est importante à dire, c'est on envoie des délégués, entre guillemets, au gouvernement, mais les partis peuvent garder des avis différents, mais le gouvernement a ce travail d'être collégial, de travailler ensemble et de faire des propositions qui sont susceptibles d'obtenir des majorités. Et le fait que les partis sont représentés bien, ça améliore les chances au fait de ces projets de passer. Et ça, je trouve que c'est positif, ça nous aide à travailler ensemble. Je ne dis pas que c'est parfait le système suisse, mais je pense que cette logique
C'est la logique, ce n'est pas la formule magique exacte, c'est la logique de dire les partis sont représentés et travaillent ensemble, qu'il y ait cette logique de coopération, c'est important, et que ça n'empêche pas aux partis de dire, ben voilà, effectivement, je vais peut-être voter pour un UDC au Conseil fédéral, enfin je vais voter pour un UDC au Conseil fédéral parmi le ticket qu'on va me proposer. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que pensent ces deux personnes du point de vue politique, mais je vais choisir une personne dont je me dis qu'elle est capable de faire ce travail si je pense qu'elles sont capables. Et une candidature inéligible serait une candidature de quelqu'un qui n'a pas envie de faire ce travail de collégialité, qui sortirait tout le temps de la collégialité puis qui ne travaillerait pas ensemble. Donc c'est vrai, c'est un peu dur, parce que j'avoue, c'est dur, et je pense que c'est dur pour des UDC de voter pour des socialistes aussi, mais au fait, on fait ce pas pour la Suisse, parce qu'on pense que le système, finalement, pour décider, amène à quelque chose de mieux, et qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'UDC pour accepter que le système, fondamentalement, il peut être bon. Mais on ne rechignera pas sur nos idées politiques, on continuera à les défendre au Parlement, et à tenter de les défendre pour les prochaines élections. Et puis c'est surtout la concrétisation d'un réel respect créé par les institutions, du respect du peuple suisse. Personne ne contestera autour de cette table que l'UDC, c'est le plus grand parti de Suisse. Il représente à peu près un tiers des Suissesses et des Suisses. Alors, on regarde juste peut-être le tableau, le sondage qui a été publié au mois d'octobre pour RSSR Sotomo. Comme ça, on regarde l'état des forces, on les voit bien, on les a sous les yeux, et je vous laisse la parole. Oui, et donc il paraîtrait inconcevable, je crois, à chacun d'entre nous autour de cette table et nos partis respectifs, de contester et de faire feu de tout bois de cette formule qui fonctionne si bien depuis des âges pour tout balayer et d'un revers de main et ne penser qu'à ces petits intérêts partisans. Le pays ne fonctionne pas comme ça, il ne fonctionnerait pas comme ça d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'effectivement, à chaque fois qu'on élit des conseillères et conseillers fédéraux, on ne remet pas, ou à de très rares occasions, en cause les partis légitimés à siéger au Conseil fédéral. Ça ne serait pas le moment justement de prendre vos responsabilités. En même temps, précisément, vous êtes majoritaire. Alors l'UDC est à 26%, à vous tous, vous totalisez plus de la majorité. Justement, ça ne serait pas le moment précisément d'avoir un gouvernement qui assume aussi finalement les politiques de la Suisse. Philippe Nantermo, Bon, je crois qu'il l'assume. Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas regarder que ce qui se passe à Berne. Il y a aussi les cantons qui sont très importants en Suisse. Il y a les communes aussi qui jouent un rôle. Voilà, on est là pour parler d'élections fédérales. Non, mais d'accord, mais ça fait partie d'un tout. D'ailleurs, à Genève, vous voterez d'ici les élections fédérales encore pour les élections cantonales. Et si on prend l'ensemble, la répartition n'est pas tout à fait comme elle l'est au Conseil national, qui est encore différent du Conseil des États. Vous voulez dire que vous êtes moins mauvais au Conseil, dans les cantons on n'est pas mauvais, vous l'avez vu avec le sondage, d'ailleurs on est sur le point de devenir le deuxième parti. Mais deuxième parti, vous étiez premier en 1995, non, et puis, vous êtes à 10 points derrière l'UDC. Au Conseil des États, le PDC et le PLR sont les deux premiers partis, loin devant. Non, le centre est le premier parti. Le centre, pardon, le centre. Le PLR est éventuellement second. Pour un siège, mais ça varie d'une élection à l'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la politique suisse est quelque chose de plus complexe qu'un simple sondage, qu'une élection, elle varie d'un endroit à l'autre. Vous avez des cantons, les villes où la gauche est très forte, les campagnes où les partis bourgeois le sont davantage. Et sur le plan fédéral, le système fonctionne, à mon avis, parce qu'il tourne autour de 4 partis qui organisent le pouvoir, qui se le répartissent et qui font en sorte, en réalité, qu'il y a une vraie responsabilité partagée, comme vous le disiez, avec cette collégialité, qui fait que ça fonctionne. Et je crois que les responsabilités sont prises. On peut ne pas apprécier la politique suisse, on peut estimer que notre système a 1 million de défauts, naturellement. Je pense que les crises que l'on traverse actuellement montrent au contraire qu'on fonctionne assez bien. Vous parliez en introduction de votre émission en disant que, par exemple, qu'on stagnait sur le dossier énergétique. C'est pas vrai. Sur le dossier énergétique, la Suisse progresse. On vient de prendre des décisions extrêmement courageuses au mois de septembre dans les 2 chambres sur le tournant énergétique, par exemple pour permettre des investissements dans le solaire et dans l'hydraulique. On a fait des choix qui sont pas aussi évidents que ça à prendre. Je rejoins ce que disait qui porteront leurs effets dans des années. C'est pas non, vous devriez suivre la politique fédérale au-delà des sondages. Au Conseil des États, les décisions ont été et elles ont été suivies au Conseil national aussi. Donc on a fait des choix qui sont très importants, qui sont peut-être un petit peu moins flamboyants que ce que nos amis français font avec des phrases à l'emporte-pièce qui sont de toute façon balayées la semaine suivante par des décisions contraires de leur Sénat. Mais les décisions qui sont prises en Suisse, elles sont appliquées et elles sont souvent beaucoup plus courageuses que ce qu'on a l'impression qu'elles sont. Et je trouve que la Suisse, en réalité, a traversé les crises. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu des comparatifs qui ont été faits.
Par exemple, la crise du Covid, la crise a été bien gérée, et je le dis d'autant plus que c'est un socialiste qui était à la barre. Alors, tout n'a pas été parfait, on est en droit de critiquer un tas de choses, mais globalement, ça s'est en tout cas pas moins bien passé que dans les pays qui nous entourent. Et c'est le cas, en fait, de la plupart des crises que l'on traverse, et c'est finalement dans ces périodes de crise que l'on voit la capacité d'un système politique à faire face à l'adversité. Là, je pense que la Suisse s'en tire plutôt bien. Amazon, et puis après on va... D'abord, je me réjouis beaucoup que le compromis auquel j'ai travaillé sur l'offensive solaire remporte non seulement une telle adhésion, mais qui soit encore porté aujourd'hui ici, parce qu'effectivement, on a pris une décision qui était majeure pour la politique énergétique, à savoir de faire du solaire vraiment le deuxième pilier à côté de l'hydraulique de notre approvisionnement. Et ça, c'est un changement de paradigme dont le Parlement est capable. Et je trouve que c'est une belle démonstration du Parlement de sa capacité à agir malgré les lenteurs en temps de crise. Ce que je voulais dire, et là où j'aimerais bien revenir sur un point, c'est bien sûr, il y a actuellement le pouvoir, ça a été très bien dit par M. Nontermo, le pouvoir est organisé entre 4 partis qui se répartissent les sièges. Il se trouve que lors des dernières élections, le PLR avait environ 366 000 électrices électeurs, les Verts 321 000. Il y a un parti qui a 2 sièges au Conseil fédéral, il y en a un autre qui n'en a pas du tout. Et cette discrépance toujours plus forte, ou ce fossé toujours plus important entre la représentation au Conseil fédéral et la représentation au Parlement et partant chez les électrices et électeurs, elle pose vraiment des défis. Et je pense que si on aime notre système, et moi je ne suis pas du tout pour un changement de système, un système de coalition où on détricote pendant 4 ans ce qui a été fait les 4 ans précédentes, je trouve effectivement qu'une des forces de la Suisse, c'est que ça prend peut-être du temps d'avancer, mais on revient assez peu en arrière. Mais si on veut miser sur ce système, il faut mieux intégrer l'ensemble des forces, parce que c'est justement une des garanties de la stabilité de notre système. Et c'est important de se dire que c'est faux d'avoir l'impression que, en fait, cette répartition en formule magique a été très stable. Il y a eu, ne serait-ce que les 20 dernières années, des grands moments d'incertitude et de chamboulement. 2003, en fait, un UDC a pris la place d'une PDC. 2007, cette UDC a été remplacée par d'abord UDC, puis sans parti. Quelques années plus tard, le PDC attaque le siège du PLR. En fait, si on est... à l'époque de l'élection de M. Burkhalter, le PDC était venu avec M. Schwaller pour prendre ce siège. Mais en fait, on a vécu un grand moment où il y avait une grande instabilité au Conseil fédéral. Puis, on s'est remis un peu de tout ça en 2015 avec l'élection de M. Parmelin, puis on a l'impression que depuis la nuit des temps, il a toujours été ainsi. Non, les forces en présence au Conseil fédéral, c'est une redéfinition permanente, c'est une rediscussion, et elle est saine, elle est juste, parce qu'elle doit justement prendre en compte et prendre avec soi ces mouvements dans la société et chez les électrices et électeurs qu'on a vu avec la montée des Verts et les questions climatiques, évidemment, qui est pour nous notre priorité. Vous seriez prêt à leur laisser un siège ? Pardon ? Vous seriez prêt justement à ponctionner un siège à la droite pour offrir aux Verts maintenant ? Je pense que cette discussion, je trouve un peu... je trouve intéressant, mais j'ai une totalement différente perception de la politique suisse. Pour moi, je pense que le miracle de la Suisse et le secret de la Suisse de succès, c'est que la Suisse, j'ai habité en Allemagne, j'ai travaillé dans l'Union européenne. Je pense que le secret de la Suisse, c'est qu'en Suisse, ils sont les Suisses qui décident ce qui est relevant pour eux. Les Suisses peuvent faire l'autodétermination, ça veut dire nous faisons des votes, on peut donner ma voix pour décider des questions. La Suisse, c'est la démocratie. C'est ce que j'ai dit, M. Coppel, j'ai parlé exactement de ça. La Suisse, c'est la démocratie qui fait les... C'est une démocratie absolument extraordinaire, on n'a pas sur le monde. Et je pense que il y a la tendance dans la politique et les politiciens pensent qu'ils sont plus intelligents que le peuple, qu'ils peuvent prendre les décisions du peuple, des décisions et disent « Ah non, c'est pas bon, on doit un peu changer, c'est le droit international, c'est l'Union européenne. » Et on est en train un peu de minimiser les intérêts du peuple et de maximiser l'intérêt de l'État. Et on voit ça, non, c'est clair, on voit ça, le grandissement de l'État, les salaires des employés de l'État,
C'est pour moi, comme entrepreneur, c'est un scandale. On a les compagnies en Suisse qui ont dû, dans la crise de Covid, ils ont dû remplacer et on a pu engager les gens, ce n'était pas possible. Et dans l'État, on n'a plus de gens qui sont employés. Ça me montre que, et ça c'est pour moi la Suisse. La Suisse n'était jamais une France qui avait un grand État. La Suisse, le chef de la Suisse, ce sont les citoyens, ce sont les gens, ce ne sont pas les politiciens et ce ne sont pas les conseils fédéraux, mais les politiciens, ils doivent prendre très très sérieux les décisions du peuple. Et ça, c'est le secret de la Suisse. Mais je veux juste vous dire, en disant ça, vous insinuez, M. Coppel, juste quand même important, très court, mais vous insinuez que les politiciens en Suisse ne respectent pas le peuple alors que le système suisse nous force à le faire. Je veux juste dire, c'est pas juste, vous pouvez le dire pour essayer d'énerver les gens, mais la réalité du terrain, c'est que nous, on doit faire attention à ce que le peuple pense, parce que justement le système suisse nous y force, et aussi peut-être parce que c'est comme vous, c'est aussi notre conviction. C'est votre conseil fédéral, M. Berset, qui a dit dans une grande présentation la volonté du peuple, c'est une sorte d'inspiration pour le Conseil fédéral. C'était vous qui n'avez pas implémenté l'initiative de migration en masse. Maintenant, un grand désastre de la migration. On a un grand désastre de la migration. C'est votre responsabilité. Roger Coppel, on va continuer dans cette politique fiction, mais justement, ce n'est pas la tentation, enfin, de pouvoir appliquer le programme dont vous rêvez, justement, l'autonomie de la Suisse qui surtout ne ferait aucune concession à l'Union européenne. Vous êtes aussi partie des autres, vous êtes la modératrice. Qui ne ferait aucune concession à l'Union européenne, qui précisément ne laisserait personne... C'est une caricature de mes positions, non, pas du tout, mais je dis, mais la Suisse... Non, c'est sur votre parti. Non. C'est sur le site de votre parti. Non, mais pourquoi est-ce que vous ne voudriez pas justement appliquer, avoir la latitude d'appliquer enfin votre politique et de la pousser jusqu'au bout, puisque c'est la volonté populaire? Je n'ai pas compris la question. La question, c'est pourquoi ne pas saisir, si on est toujours dans la politique fiction, pourquoi ne pas justement avoir envie d'avoir davantage une coalition à l'allemande ou à l'italienne? Ça vous permettrait, je suis tout à fait d'avoir la Suisse. Je suis tout à fait. Mais pourquoi? Je suis d'accord avec M. Brendahan en ce qui concerne la description de nos institutions. Et je pense, en théorie, nos institutions nous forcent de prendre sérieux le choix des peuples. Mais le Parlement, on a vu dans l'immigration en masse, dans les initiatives, il ne prend pas toujours sérieux les décisions du peuple. Mais non, je ne suis tout à fait pas d'accord avec ça. Je pense que le système suisse, je pense, est très intelligent, et je pense que notre système institutionnel est plus intelligent que les politiciens en Suisse, moi inclus. Je pense que l'intelligence, la génialité de la Suisse et la démocratie directe, la neutralité et le fédéralisme, tout incorporé dans le modèle institutionnel qu'on a en Suisse. Et moi, je suis tout à fait à défendre ça, aussi pour la participation des socialistes et des Verts, mais je pense que vous devez faire une candidature si vous voulez entrer dans le Conseil fédéral. Vous pouvez dire c'est une négligence, une grande négligence, mais vous n'osez pas faire une candidature. Vous devez oser faire une candidature. Vous n'êtes peut-être pas élu la première fois. Monsieur Blocher et l'autre UDC, ils ont fait une candidature pour l'UDC. Ils ont été rejetés du Parlement. OK, on revient. Vous devez faire ça. Je vous encourage, les Verts, de faire ça. Merci, Monsieur Coppel. On n'avait pas besoin de votre idée, mais on l'avait déjà eue. On l'a fait en 2019. On va le refaire lors de la prochaine élection générale, parce que l'idée d'une élection générale du Conseil fédéral, c'est justement qu'on réfléchit aux forces en présence et qu'on redéfinit l'ensemble et la répartition générale des forces. Et c'est ce qu'on va faire en 2023. Et je me réjouis d'avance de votre soutien que j'ai noté. Mais, Philippe Lantermo, là, vous parliez effectivement des progrès sur le terrain énergétique. Néanmoins, globalement, effectivement, les rapports avec l'Union européenne, qui est quand même le seul sujet dont presque personne ne parle, à part le Parti socialiste, qui a fait des propositions, puisqu'il a proposé une adhésion à plusieurs niveaux sur laquelle vous êtes tous tombés à bras raccourcis. Mais
sous condition quand même, hein, je tiens à préciser. Bras raccourcis. Gérard Pfister, votre président, là. Ah oui, d'accord. Peut-être le président du centre, mais celui qui vous parle en ce moment, il est vice-président du mouvement européen, donc c'est pas quelque chose que j'ai absolument balayé d'un revers de manche. Je pense qu'il y a des propositions intéressantes dans celle du Parti socialiste, à commencer par celle au moins d'avoir un agenda et un plan, ce que le Conseil fédéral est incapable d'avoir aujourd'hui. Navigue à vue, on sait que nos relations avec l'Europe, avec l'Union européenne, en réalité aujourd'hui, sont totalement polluées par la future hypothétique réélection justement des deux candidats PLR. On sent bien une certaine nervosité chez M. Cassis à prendre à bras-le-corps un des dossiers pourtant qui devrait être le plus important pour lui dans son département, c'est c'est le dossier européen. Et on sent bien que, ma foi, il marche un peu sur des œufs de peur de se mettre les parlementaires UDC à dos, c'est-à-dire ceux qui assureront sa réélection. Ok, mais avant, il n'était pas menacé. Ils ont quand même réussi à ne pas justement à s'aborder l'accord cadre. Donc le problème de comment on avance sur ce dossier qui est quand même assez crucial. Non, avant qu'il soit sabordé, il ne l'était précisément pas. Les discussions étaient en cours. Alors mais c'est vrai que Cassis n'était pas menacé d'un siègement. La Suisse a fait preuve d'une lenteur précisément tout helvétique dans ce dossier, puisqu'on a demandé à négocier pendant à peu près 7 ans pour finalement dire nous-mêmes qu'on ne souhaitait plus négocier. Bon, c'était une position un petit peu schizophrénique, voire complètement contre-productive, mais il y avait quand même toujours ces enjeux de réélection au sein du Conseil fédéral à terme, et c'est ce qui pollue complètement le dossier aujourd'hui. Et en tout cas, à titre personnel, mais je me réjouis que ces élections se passent l'année prochaine, la réélection totale du Conseil fédéral, pour qu'on puisse enfin avancer. C'est vraiment la dernière qui sonne. On voit les ravages qu'a fait l'abandon de cet accord cadre, par exemple, sur les emplois liés à la recherche, liés aux écoles polytechniques fédérales qu'on a en Suisse, sur les possibilités de formation d'Erasmus pour nos étudiants, etc. etc. Sur la menace sur l'électricité aussi, on n'a toujours pas d'accord sectoriel sur l'électricité, quoique... Enfin, il y a un certain nombre de désavantages qui sont aujourd'hui flagrants et que plus personne ne peut nier sur l'abandon de l'accord cadre. C'était une folie. L'accès au marché européen pour l'électricité. Vous savez, la première condition pour signer un accord sur l'électricité avec l'Union européenne, c'est libéraliser le marché à l'intérieur. Donc ceux qui aujourd'hui demandent l'adhésion à l'Union européenne sont les mêmes qui disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de libéralisation du marché électrique, à tort ou à raison, mais c'est une condition sine qua non pour pouvoir avoir un accord de libre-échange sur la question électrique. Le PLR a pris une position au mois de juin, on a adopté tout un papier de position de nouveau sur la question européenne, on demande un round de bilatéral 3. C'est vrai qu'on ne souhaite pas un accord cadre comme il a été négocié aujourd'hui, on aimerait un accord sectoriel comme on l'a fait par le passé, on aimerait continuer sur la voie des bilatérales. L'UE a été assez claire pour dire que... on verra ce que ça donne. Sans accord institutionnel. Oui, mais l'accord institutionnel n'a pas plus de chance devant le peuple et surtout une adhésion à aucune chance devant le peuple. Il faut tenir compte, je pense, autant de l'opinion de l'Union européenne dans une négociation que de l'opinion suisse. On dit souvent qu'on doit être 2 autour de la table pour négocier, c'est vrai. On doit tenir compte du fait qu'il y a l'Union européenne autour de la table, mais il y a aussi la Suisse. Et la Suisse a des mécanismes référendaires dont on doit tenir compte. Et le Conseil fédéral, comme l'a relevé Samuel Bendan tout à l'heure, a raison. Quand le Conseil fédéral adopte des positions, il a la conscience quand même de la volonté populaire et des risques qu'il prend en votation populaire. Et c'était son appréciation qu'il y avait un risque énorme ici qui emportait plus de risques dommageables pour la politique européenne que d'avantages. Mais alors, qu'est-ce qui vous distingue de l'UDC encore, le PLR, dans vos discours, là, par exemple ? Sur la question européenne, énormément de choses. Nous, on est par exemple des partisans de la voie bilatérale. Nous avons défendé la libre circulation des personnes. Océan entre l'UDC et les Vous savez, je vous invite à aller lire nos positions, mais je n'ai pas comme vocation le matin me demander ce qui me distingue de l'UDC. J'ai de très bons rapports au Parlement et mon parti a de très bons rapports au Parlement, que ce soit avec l'UDC, que ce soit avec le centre, que ce soit avec les partis de gauche sur les questions qui nous rassemblent. Et on a une ligne qui est, je crois, extrêmement claire. Sur l'Union européenne, on veut poursuivre la voie bilatérale, on veut même la renforcer. Et on a défendu, par exemple, alors on peut prendre toutes les initiatives de l'UDC, c'est vrai que nous n'avons pas été d'accord sur l'immigration de masse, sur les initiatives qui en ont découlé. Et on continuera à avoir cette ligne-là. Ce n'est pas une ligne qui prône l'adhésion, c'est la ligne du Sonderfall, de la voie intermédiaire que prend la Suisse, qu'emprunte la Suisse depuis plus de 20 ans. Et je suis persuadé que c'est la voie du succès.
Très court, je pense, j'étais un radical il y a 20 ans. J'ai gagné un prix des radicaux de Zurich, mais je suis entré à l'UDC et m'engager politiquement. Pourquoi? Parce que moi, je pense, c'est vrai, il y a beaucoup de communautés, des common ground entre l'UDC et le PLR, mais dans la question européenne, je pense que c'est vraiment très, très important de défendre l'indépendance institutionnelle de la Suisse. Et je pense que c'est un grand danger d'une adhésion institutionnelle, soit un contrat 4 ou soit des contrats singulaires qui sont surchargés avec des éléments institutionnels, parce que moi je pense que ça c'est vraiment une attaque à notre démocratie directe, parce que ça veut dire que l'Union européenne peut créer les lois en Suisse. Et c'est les juges de l'Union européenne qui peuvent décider. Et ça, c'est absurde. Vous ne voulez jamais signer un contrat comme ça. C'est totalement dans la vie privée. C'est pour ça que ce n'était pas le contrat qui était sur la table. On va pas refaire maintenant, malheureusement. Il est le moment juste de conclure. Alors, ce que je vais vous demander, M. Coppel, c'est qu'il veut participer à la Champions League, mais il n'est pas d'accord d'appliquer les règles du football. Non, c'est pas juste. Mais je dis que le problème du centre, c'est que M. Pfister, il est contre le contrat, était contre ce contrat, mais les autres membres, le centre n'a pas une position dans la politique européenne. Ça, c'est le problème de vous. Vous voyez, malheureusement. C'est totalement faux, mais c'est parfaitement faux. Il y a un truc qui est incontestable dans les débats avec l'Union européenne, puis qu'il faut absolument dire, c'est que collaborer correctement avec l'Union européenne, ça apporte de la valeur pour la Suisse. Collaborer mal, détruire cette collaboration, ça va coûter des milliards à la Suisse. Tous les partis ici sont d'accord pour collaboration, mais pas soumission. Tous les partis ici. Mais oui, mais personne ne veut se soumettre. Si vous lisez le papier, il est temps de conclure. Pardon. On va travailler ensemble si on veut réussir à négocier avec et puis un petit pronostic, alors parce qu'on doit conclure, malheureusement, un petit pronostic pour ces élections du 7 décembre, Monsieur Coppel, vous qui êtes journaliste. Et puis une question aussi, est-ce que vous allez regarder le match de la Suisse, ça j'en doute, demain? Pas je m'en doute. Alors, on a des questions très graves dans le futur, je pense. C'est la guerre, c'est la neutralité, c'est l'énergie, c'est le marché. Et j'espère que, pas seulement sur le niveau du Conseil fédéral, mais sur le niveau politique général, aussi pour les élections de l'an prochain, qu'on va avoir plus des radicaux, plus de l'UDC et plus de raisonnables politiciens de centre, aussi des gauchistes, c'est OK, mais je pense qu'on doit retourner en Suisse à une politique bourgeoise, classique, libérale, le 7 décembre, conservatrice. rapidement, très rapidement. Votre pronostic pour le 7 décembre, très rapidement. Oh, je ne sais pas, je suis journaliste. L'analyse, justement. Comme journaliste, je ne fais jamais des pronostics parce que c'est toujours une erreur. Bon. Ça sera le mot de la fin parce qu'on doit rendre l'antenne, le point. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une bonne semaine à toutes et tous.